La vérité dévastatrice. Pourquoi Ip Man cessa d'enseigner à Bruce Lee? Bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons une des histoires les plus nuancées et les plus poignantes de l'histoire des arts martiaux. Avant sa mort en 1972, le légendaire grand maître Ip Man a finalement révélé la vérité sur la fin de son enseignement direct à Bruce Lee, dévoilant une réalité bien plus complexe, bien plus douloureuse et bien plus tragique que ce que l'industrie cinématographique a jamais osé représenter. Pendant de longues années, le monde entier a célébré l'image idéalisée du lien légendaire entre ces deux icônes, avec des récits hollywoodiens montrant un jeune Bruce Lee s'entraînant dans le secret d'un temple sous la tutelle d'un maître sage et totalement éclairé. Pourtant, la vérité impliquait de profondes et virulentes tensions culturelles, de féroces rivalités intestines et les dures, très dures, conditions de la vie à Hong Kong dans les années 50. Tous ces éléments se sont combinés pour créer un fossé irrémédiable entre le maître et son disciple. Dans cette analyse détaillée, nous allons dépasser les simples légendes pour révéler comment d'anciens préjugés, des camarades jaloux et la nécessité absolue de préserver l'intégrité du Wing Chun ont poussé Ip Man à prendre cette décision difficile, cette décision qu'il a regrettée jusqu'à la fin de sa vie. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire méconnue derrière ce moment décisif dans l'histoire des arts martiaux, et demandons-nous sincèrement, que se serait-il passé si Bruce avait pu achever sa formation traditionnelle? L'intégration de Bruce Lee, un début turbulent et compliqué. Bruce Lee a rencontré le grand maître Ip Man au tout début des années 1950, alors qu'il n'avait qu'environ 15 ans. À cette époque charnière, Bruce n'était absolument pas encore le pratiquant discipliné des arts martiaux que la planète entière allait vénérer plus tard. Il était simplement un adolescent fougueux plongé dans la vie tumultueuse et souvent violente des rues de Hong Kong, où les bagarres de gang et la violence urbaine faisaient tristement partie de son quotidien. Bruce était à la tête d'un gang surnommé les « Tigres de Junction Street », et s'était forgé une solide réputation de combattant de rue. Bien que ses techniques fussent instinctives et non raffinées, ce milieu rude l'a poussé à chercher un moyen d'améliorer de manière significative ses aptitudes au combat. C'est cette quête, cette obsession, qui l'a finalement mené vers l'art du kung-fu. Il est important de noter que sa première approche du kung-fu ne se fit pas immédiatement par un entraînement formel, mais plutôt en observant avec une acuité particulière les autres se battre et en expérimentant les techniques par lui-même. L'un de ses amis les plus proches, un certain William Cheung, apprenait déjà le Wing Chun auprès du célèbre grand maître Ip Man. Reconnaissant l'esprit combatif hors norme et le talent naturel inné de Bruce, Cheung proposa de le présenter à son professeur, une rencontre qui allait bouleverser la vie du jeune Lee. Il y eut toute une série de complications initiales qui rendirent son admission très difficile. Premièrement, la mère de Bruce était d'origines européennes, et de ce fait, certains voyaient en lui un étranger dans le monde extrêmement traditionnel des arts martiaux chinois de l'époque. Une règle ancestrale interdisait catégoriquement d'enseigner aux élèves non chinois, et cette règle était très difficile à contourner dans l'atmosphère conservatrice de l'époque. Deuxièmement, plusieurs des élèves seniors d'Ip Man s'opposèrent farouchement à l'admission de Bruce dans l'école, faisant valoir son ascendance mixte pour justifier leur refus. Troisièmement, Bruce avait une réputation de bagarreur de rue que les traditionalistes jugeaient indigne et irrespectueuse de l'art du Wing Chun, qui se voulait une discipline supérieure. Grâce à l'intervention passionnée de William Cheung, qui se porta garant, Bruce fut finalement accepté dans l'école du grand maître. L'entraînement de Bruce ne débuta cependant pas comme il l'avait imaginé. Plutôt que d'apprendre immédiatement des mouvements complexes ou des techniques de combat spectaculaires, il fut chargé de pratiquer une seule et unique posture, la posture du YJ Kim Young Ma, pendant de nombreux jours. Cela fut particulièrement frustrant pour le jeune Bruce, qui espérait acquérir rapidement des techniques applicables immédiatement dans ses bagarres de rue. L'approche d'Ip Man était délibérée et profondément philosophique. Sa philosophie mettait l'accent de manière insistante sur l'importance cruciale de bâtir une fondation solide avant de passer à des techniques plus élaborées et complexes. En obligeant Bruce à se concentrer uniquement sur la perfection de cette posture, Ip Man lui inculquait de force la précision, l'équilibre et la structure qui deviendraient l'essence même de sa future maîtrise. Il est à noter qu'Ip Man lui-même enseignait rarement directement à tous ses élèves. Il réservait son instruction personnelle à ceux qu'il jugeait particulièrement prometteurs ou d'une grande loyauté. Dans le cas de Bruce, une grande partie de l'enseignement quotidien fut assurée par Wong Shenleung, l'un des élèves seniors les plus fiables et les plus compétents d'Ip Man. Wong était réputé pour son approche incroyablement pragmatique du Wing Chun, une approche façonnée par ses propres expériences lors de combats réels. Sous sa direction experte, les compétences de Bruce s'améliorèrent rapidement. L'accent mis par Wong sur l'efficacité et l'adaptabilité faisait parfaitement écho à l'expérience de Bruce dans les affrontements de rue.
Progressivement, Ip Man commença à s'intéresser personnellement à son développement, allant au-delà des techniques physiques pour lui faire découvrir la philosophie profonde du kung-fu, l'importance de la fluidité, de l'adaptabilité et de la compréhension de son adversaire, une base qui influencera sa fameuse maxime « Sois comme l'eau ». La scission, rivalité, jalousie et pression communautaire. L'environnement de l'école d'Ip Man était non seulement exigeant en raison des méthodes d'entraînement rigoureuses, mais aussi extrêmement tendu à cause des conflits internes et de l'animosité palpable entre les élèves. La capacité naturelle et le talent brut de Bruce lui permettaient de surpasser rapidement un grand nombre de ses pairs, intensifiant considérablement leurs ressentiments et leur jalousie. La jalousie était non seulement présente mais profonde, et les origines mixtes de Bruce attisaient encore davantage le mécontentement viscéral de nombreux traditionalistes au sein de l'école. Ils estimaient que les arts martiaux chinois devaient être réservés exclusivement aux personnes de pure ascendance chinoise, et ce préjugé offrait une justification commode à tous ses détracteurs. Malgré l'acceptation personnelle par Ip Man du talent exceptionnel de Bruce, l'opposition croissante au sein de l'école ne pouvait plus être ignorée par le grand maître. À mesure que les compétences de Bruce s'amélioraient sous la direction d'Ip Man et de Wong Shenlong, la pression extérieure sur le grand maître augmentait de façon exponentielle. Dans la communauté conservatrice et très rigide des arts martiaux de Hong Kong, les traditions étaient farouchement et violemment défendues. L'idée même d'enseigner les arts martiaux chinois à une personne aux origines mixtes était une source de controverses majeures et de scandales. De plus, la réputation sulfureuse de Bruce en tant que combattant de rue, aiguisée dans les ruelles violentes et renforcée par ses succès lors de combats non officiels, exacerbait la situation déjà précaire. Ses camarades et les pratiquants établis le voyaient tous comme une menace directe pour les coutumes et hiérarchies bien ancrées du Wing Chun. À la fin des années 1950, plusieurs facteurs critiques se sont conjugués pour créer une situation intenable et dramatique pour Ip Man. Il y avait d'abord la détérioration de sa propre santé. Le grand maître souffrait. Des années de consommation d'opium avaient malheureusement fait leur effet, et il souffrait d'un cancer de la gorge. Enseigner devenait de plus en plus difficile pour le grand maître vieillissant. Il y avait ensuite la pression de la communauté traditionnelle qui se faisait de plus en plus lourde. Les critiques soutenaient qu'Ip Man compromettait l'intégrité même de ses enseignements en s'associant à un élève qui ne respectait pas les normes établies. Enfin, le manque de soutien interne de ses propres élèves seniors, qui refusaient la présence de Bruce et menaçaient de quitter l'école. Face à ces défis écrasants et croissants, Ip Man prit une décision extrêmement difficile. Plutôt que d'exclure complètement Bruce, une mesure qui aurait pu être vue comme une punition et entacher davantage sa réputation, Ip Man choisit de prendre ses distances en cessant de lui offrir une instruction directe et personnelle. Il organisa ainsi la poursuite de son entraînement exclusivement sous la direction de Wong Shenlong. Cette décision fit de Bruce un paria au sein de l'école principale, le cantonnant à un environnement d'entraînement séparé et stigmatisé. Ce compromis amer permit à Ip Man de protéger à la fois son héritage personnel et la sacralité de sa tradition martiale face à un monde extérieur hostile. La révélation finale. Le fardeau du maître est la conséquence. Pendant des décennies entières, les véritables raisons qui avaient poussé Ip Man à cesser d'enseigner directement à Bruce restèrent l'objet d'innombrables spéculations. Beaucoup supposaient que l'arrogance et le comportement rebelle et provocateur de Bruce en étaient les causes uniques. Cependant, l'histoire complète était bien plus complexe, et nous le répétons, tragique. Peu de temps avant sa mort en 1972, Ip Man révéla enfin la vérité lors d'une rencontre finale et émouvante à Hong Kong. La pression croissante de la communauté traditionnelle des arts martiaux, conjuguée à ma santé déclinante, ne m'a laissé d'autre choix que de me retirer de l'entraînement direct de Bruce, expliqua-t-il. Ces mots clarifièrent de manière définitive que ce n'était pas uniquement le comportement du jeune Bruce qui avait motivé cette décision, mais bien une combinaison de pression extérieure immense et de limites personnelles inévitables. Les préjugés profondément ancrés contre les origines mixtes de Bruce jouèrent également un rôle déterminant. Après cette période de mise à l'écart, la vie de Bruce prit un tournant encore plus dramatique. En 1959, suite à une série d'incidents violents, ses parents, craignant pour sa sécurité à Hong Kong, décidèrent de l'envoyer aux États-Unis. Il y arriva à Seattle avec seulement $100 et une poignée de contacts, contraint de se réinventer complètement. La rupture avec l'entraînement formel d'Ip Man n'a pas mis fin à l'engagement de Bruce envers les arts martiaux, elle n'a fait que rediriger brutalement sa trajectoire. Aux États-Unis, Bruce finit par ouvrir sa propre école, le Junfan Gung Fu Institute. Cette institution a rompu radicalement avec la tradition. Contrairement aux écoles d'arts martiaux exclusives et homogènes de Hong Kong, l'école de Bruce accueillait des étudiants de toutes origines et de toutes races. En redéfinissant son art sous le nom de Jeet Kune Do,
ou la voie du point interceptant, Bruce cherchait à éliminer ce qu'il considérait comme des traditions superflues pour créer un système fondé uniquement sur l'efficacité et la praticité en combat réel. La prise de distance d'Ip Man n'avait donc pas été un rejet, mais bien un choix de préservation pour son école face à l'hostilité. Et si Bruce avait achevé sa formation traditionnelle, la question historique et philosophique demeure. Que se serait-il passé si Bruce avait pu achever sa forme traditionnelle sous la tutelle directe et constante d'Ip Man? D'un côté, il est indéniable qu'il aurait sans doute eu une maîtrise encore plus profonde des formes et des principes internes du Wing Chun, atteignant une pureté technique inégalée. D'un autre côté, le Jeet Kune Do est né précisément de la frustration et de l'isolement de Bruce face aux limites rigides des arts martiaux traditionnels. Sans ce rejet douloureux et cette solitude créative, Bruce Lee n'aurait peut-être jamais ressenti le besoin impérieux d'innover et de rompre avec la tradition. Il n'aurait pas pu créer le système philosophique et combatif qui a influencé des générations de combattants modernes. Ironiquement, la décision d'Ip Man, bien que tragique pour leur lien personnel, a involontairement libéré Bruce Lee pour qu'il devienne l'icône mondiale, le réformateur et le philosophe des arts martiaux que nous connaissons tous. C'est le fardeau d'un maître contraint par les chaînes de la tradition, et la bénédiction d'un élève libéré pour redéfinir son art. Que pensez-vous de cette révélation finale? Croyez-vous que le Jeet Kune Do aurait vu le jour si Bruce Lee avait pu rester avec Ip Man? Partagez vos réflexions ci-dessous.